Salut à tous, Fabio Aru et les ragazzi. Et ouais, c'est la petite carrière italienne de test, carrière test en ce début de Pro Cycling Manager 2020. C'était quelque chose que j'avais pas prévu de faire. Et puis finalement, deux idées se sont remixées, c'est-à-dire à la fois Trek Segafredo d'une part, et puis j'avais envie de tester aussi. Ne vous inquiétez pas, Trek arrivera, hein, mais il y a un petit esprit, mini esprit Trek derrière tout ça. On est dans les prémices en fait. Et puis surtout, voilà, il fallait découvrir les choses. Voilà, et c'est ce que j'essaie de faire. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut savoir rapidement comment est-ce que le jeu se comporte maintenant et quelles sont les nouveautés qui sont effectives. Et voilà, à quel moment est-ce qu'on verra apparaître aussi tel ou tel phénomène. C'était vraiment mon objectif. Donc je vais vous présenter cette équipe et puis ensuite on va faire un tout petit peu de planification et on va partir en course ensuite sur quelques petits objectifs. Vous allez voir que déjà il y a des petites conclusions dans cet épisode là, c'est déjà pas mal. Alors j'ai pris donc ma database à moi, hein, marqué défaut, mais en fait petite dédicace à Ewan qui m'a aidé à remettre les noms de certains. C'était quand même ça va, c'est pas trop inenvisageable. Fabio Aru, donc il est la star de cette série test, hein, donc je pense pas qu'il y aura forcément 25 ou 30 épisodes, hein, mais elle va démarrer jusqu'à temps qu'on en ait marre, tout simplement. Donc voilà, Fabio Aru, j'ai essayé de chercher Moschetti. En fait, je me suis dit, tu ne prends pas plus d'un coureur par équipe du World Tour. Diego Rosa, du côté Arkea Samsic, nouvellement, est arrivé dans les bagages de Quintana. On sait que Vendram est aussi du côté de la mondiale, voilà, était un coureur que j'avais envie d'essayer. Voilà, je suis allé chercher une équipe qui n'est pas, voilà, on avait pillé Astana avec Fellini, qui n'est pas très bien payée, hein, ce sont des coureurs qui gagnent tous maximum 20-25 000 dans le jeu et qui ont du potentiel, qui peuvent faire des choses. J'ai complété avec des régènes. J'ai aussi pris Imerio Chima. Et puis une tripotée de régènes, voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon effectif à 16 coureurs. 16 coureurs dont 9 réels et 7 fictifs, en essayant justement de ne pas déshabiller le World Tour, de ne pas déshabiller trop non plus du tout même le Conti Pro. Et on démarre en Continental Pro, de ce fait. Et comme certains m'avaient parlé de ça ces derniers temps, ça m'a aussi encouragé. Je me suis dit, écoute, hein, puisqu'il y a des gens qui te parlent de ça, pourquoi pas. Moi, je trouve ça sympa aussi de démarrer en dessous, mais on démarre pas avec Van Der Poel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu plus délicat. Et donc, on verra où ça nous mène. J'ai ainsi donc fait une petite planification, parce que il faut tout de suite en parler. On est si vous écoutez tout de suite cette vidéo, on est le 4 juin, et honnêtement, l'assistant de planification, comme j'ai évoqué dans ma vidéo d'hier, je n'ai qu'une confiance mesurée dans cet assistant, pour être très franc, et je préfère faire les choses moi-même. Vous allez me dire, pour les objectifs, ça impacte pas, oui c'est sûr, mais je parle par rapport à la planif qui va arriver juste après. Cet assistant me paraît pas tout à fait capable en fait. Je pense qu'il est bien pour compléter les coureurs qui n'ont... dans le cas où vous n'avez pas, vous savez, le nombre de coureurs qu'il faut pour telle ou telle course, je pense qu'il est bien pour ça, mais par contre, il n'est pas terrible pour le reste. Et le reste est quand même capital, c'est-à-dire ajuster des pics de forme, etc. Donc, j'ai pas une confiance très très grande. Il va falloir que peut-être le jeu me prouve le contraire, hein, mais pour le moment, j'ai pas super confiance. On a ajusté notre forme de pré-saison. On est sur une stratégie là qui est très très minimaliste au final, parce que une équipe italienne de Continental Pro, avec son meilleur coureur à 75, 76, bientôt Moscon va un peu progresser, ça va me surprendre qu'il progresse aussi rapidement. Fabio Aru, un peu revanchard, hein, on sait que Fabio Aru est quelqu'un qui a gagné une Vuelta, mais qui n'a jamais réussi à gagner le Giro, et justement j'y viens, l'objectif final de cette partie pourrait être vu sous forme de défi en vérité, qui serait essayer de gagner un Giro avec Fabio Aru. Alors on le prend en piteux état, puisque vous avez vu les notes d'emblée, hein, 75 et 75 en montagne et vallon, avec des notes de CLM qui sont pas phénoménales, notes physiques non plus qui sont pas les meilleures de la Terre. Et ainsi, Fabio Aru soutenu par un Gianni Moscon qui est assez
polyvalent et qui est aussi une forme de renégat hein, du cyclisme. Donc j'avais envie de prendre des gens dont personne ne veut, quelque part, pas tous, hein, bien sûr, parce que Matteo Moschetti, c'est quelqu'un qui plaît énormément, et c'est pas mal de l'avoir, hein, mais mis à part ça, Diego Rosa, qui voulait récupérer Diego Rosa, ça s'est pas bousculé non plus. Vendrame peut représenter un espoir dans le fond, et puis voilà, Fellin, il a fait sa carrière déjà, hein, il approche bientôt des 30 ans, on a plus ou moins compris que on n'avait pas affaire au coureur de la décennie, quoi. Et donc voilà, j'étais content de prendre comme ça des gens qui ont encore des choses peut-être à prouver, ou en tant qu'équipier pour aider Fabio Aru pour essayer d'aller chercher quand même quelque chose de sympathique. Et puis évidemment, je parlais d'ambition un peu limitée, bah oui, parce que on est en continental pro, on est une équipe italienne, on va obtenir l'invitation, hein, je le spoil déjà, mais c'est pas grave, il faut le dire. On va obtenir l'invitation pour tout ce qui est euh, courses italiennes, y compris les World Tours. C'est-à-dire que on sera présent sur les Strade Bianche, on sera présent, on va même être présent sur le Home Loop là, mais c'est pas italien. Mais on sera présent sur les Strade Bianche, on sera évidemment présent également sur sur Tirreno. Hein, c'est une chance d'être présent sur Tirreno. Donc pour nous, Tirreno, ça va être la course de notre vie. Hein. Parce que tu es là, Conti Pro, tu as le droit d'aller sur Tirreno, on va avoir les dents qui rayent le parquet. Et puis il y aura Milan-San Remo aussi, on a réussi à être invité, ce qui est quand même génial. 3 jours de Bruges-la-Panne, Gand-Wevelgem, mais pas les autres. Et la suivante, à part la Settimana Ciclista Coppi et Bartali, mais c'est pas du World Tour, et le Tour de Sicile également, début avril. Non, voilà, le petit cadeau que nous a fait le jeu, c'est d'être invité à l'Amstel Gold Race un petit peu plus tard. Donc, j'ai démarré modestement par un petit coucou au Mont Faron. Hein, on apercevait la vue sur la rade depuis la montée du Faron pour voilà, faire un petit tour sur le Tour du Var avec une équipe qui n'est pas du tout taillée pour gagner. Je vise une victoire d'étape. Vous me direz déjà, il n'y a que 3 étapes. Si tu arrives à en choper une, ça fait déjà une bonne chose de fait. Donc voilà, je me suis dit, et puis il fallait tester aussi cette équipe parce que vous voyez par exemple Ercolano, il y a les petits régènes là qu'il faut, Montanucci, voilà. Il y a comme ça des coureurs qui n'existent pas, des coureurs créés par le jeu au début de partie. Je ne sais absolument pas quel peut être leur potentiel, je ne suis pas allé regarder, je ne tiens pas à le savoir pour jouer un peu plus à l'aveugle, je trouve ça plus rigolo, parce que si je connais le potentiel, fatalement, je vais être influencé au moment de re-signer ou pas, alors que si je ne le connais pas, ou si je n'ai juste que l'évaluation du scout, hein, parce que le recruteur, il donne parfois des fourchettes, mais je les trouve absolument pas précises et peu parlantes. Bah oui, fatalement, oui, Vendrame est présent aussi, bien sûr, avec Fellini. Fatalement, si on a une estimation seulement du potentiel, c'est pas comme si on le connaît exactement. Et on peut être amené à dire, bah voilà, je vais croire en ce type-là, ou d'ailleurs, à contrario, je ne vais pas y croire. Allez, Fellini. Allez, Fellini. Fellini pour Moschetti. Et on va être juste. On va être juste. Moschetti a pas été en mesure d'aller rafler. Pourtant, il y a eu bon travail d'équipe là auparavant, mais on va se faire damer le pion par Diego Ulissi sur la première étape du Tour du Var. C'est pas grave, c'est que partie remise, on va s'en sortir. Nul doute qu'on finira par gratter quelque chose, mais c'était pas là. En tout cas, première course, ça c'est la toute première que j'ai jouée. Le home loop que vous avez vu hier avec l'auto Soudal dans ma vidéo de présentation du jeu, je l'avais joué après en vérité. Hein. C'est vraiment le premier truc que j'ai fait sur le jeu, c'était de prendre ce maillot Andiamo Ragazzi du passé et d'aller comme ça collecter une petite horde de revanchards italiens. Donc, ce qui est à noter, c'est que on va être présent sur les courses italiennes. On est à l'aveugle, comme je le disais, je joue en potentiel aléatoire. Je répète, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis en mode extrême, parce que tout simplement j'y ai pris goût, hein, et que au final, j'ai plus de raison de descendre
de la difficulté du jeu, hein, à ce stade-là. Plutôt essayer de se débrouiller comme on peut en extrême, mais après, je vous rassure, la différence n'est pas flagrante entre le extrême et le difficile, hein. Je pense pas qu'elle soit énorme. Bon, toujours est-il que on est sur une fin d'étape. Allez, cette étape là qui arrive à Draguignan, faut essayer de se la prendre. Je fais travailler comme ça. Oui, c'est pas mal. On a des bons coureurs hein, en même temps. Hein, et Vendrame, Moscone, t'as quand même pas mal de coureurs qui sont des coureurs de World Tour. Hein. Donc, on a beau être Conti Pro, on a quelques coureurs de World Tour. Et c'est ça aussi qui fait toute l'excitation du truc. Hein, c'est que, bon, bah, on n'a pas Pipo et Bimbo, quoi. Hein. Si, c'est Norégène, ça, mais peut-être qu'un jour d'ailleurs, il y en a certains qui peuvent être pas mal, parce que j'ai vu leurs notes, je les trouve pas ridicules, je les ai recrutés là-dessus, hein, c'était basé sur l'évaluation du jeu, vous savez, dans le menu où on choisit les équipes personnalisées, donc voilà. J'ai fait ça, j'ai ajouté le maillot Andiamo Ragazzi, j'ai eu un petit souci, comme vous pouvez le voir, avec la petite pastille rose là, pour faire apparaître, mais plus tard ce sera le cas, le petit sigle, le petit maillot, et vous voyez, j'ai bien fait de rouler derrière mon coureur derrière Van Rame avec Fellini qui arrache la victoire ici. Fellini la prend, mais heureusement parce que sinon c'était Lilian Calmejean qui l'a chopé au nez à la barbe de Van Rame. Donc pas mal. On a pris notre victoire d'étape. Fellini est replacé au général. Après le Montfaron, c'est compliqué. Hein. Bon, ça, cette troisième étape, c'est un peu mes routes d'entraînement en vérité, pour être franc. Euh, c'est mes routes d'entraînement hein, dans la région toulonnaise. Toutes ces routes-là, je les ai déjà crapahuté un paquet de fois. Le col de garde, juste avant le Faron, donc l'avant-dernière difficulté, le GPM qu'on aperçoit, c'est col de garde. C'est quelque chose de très facile hein, pour les coureurs. Hein. C'est pour ça qu'ils vont très très vite là-dedans. Hein. C'est que pour le cycliste du dimanche que c'est un peu ça fait un peu transpirer quoi. Col de garde, c'est pas difficile pour un coureur pro. Et le Mont Faron, c'est pas non plus quelque chose d'harassant. Et après, c'est sûr que les tout meilleurs vont le monter très rapidement. Ça fait un peu moins de 5 km. Et la moyenne, elle est autour de 7-8%, quoi, à peu près. 8, 9, des passages à 9, 10. Donc voilà, on y est, hein, Montfaron, voilà, on va le Vallon des 5. Et ben, pas beaucoup d'espoir quand même là. Il y a Quintana, il y a Calmejean qui est pas mal aussi hein, dans le jeu. On a Hirschi, là c'est plus une petite dédicace à Hirschi, à Marc Hirschi. On a Ulissi, mais c'est pas lui qui va jouer un rôle particulier ici. On voit Cofidis qui travaille pas mal, hein. Cofidis qui travaille, mais c'est surtout voilà Pierre Latour qui va comme ça partir avec Calmejean notamment dans la roue et Quintana qui a choisi d'attendre. Quintana peut-être fera l'effort dans un deuxième temps. Toujours est-il que Latour il s'échappe. Hein. Latour il s'échappe. Vendrame s'accroche comme il le peut. C'est pas évident. Et ben voilà, derrière, c'est rideau. Hein. on va pas se faire violence. Les formes du jour sont pas non plus exceptionnelles. Voilà, faut pas rêver. Hein. Il faut pas rêver. Donc Féliné va se battre, Vendrame va se battre, mais loin devant là, Tige Benoît. Allez Tige Benoît. Loin devant, il y a Pierre Latour. Hein. Voilà, il a gagné. Victoire de Latour devant Guillaume Martin, Tige Benoît, Nairo Quintana, Lilian Calmejean. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on achève notre première petite épreuve, à laquelle en tout cas on a participé en jouant. Donc voilà, je voulais démarrer modestement parce que c'est un peu l'objet de cette carrière, hein, c'est de démarrer modestement. On est en Conti Pro, on n'est pas une équipe de World Tour qui va tout saccager sur son passage, quoi. Donc on commence par des petites courses, etc. Vous verrez qu'à un moment donné, je la jouerai, hein, la Settimana Internazionale copier Bartali, même le Tour de Sicile. Enfin, voilà, on va aller sur les objectifs du sponsor. Ils ont été mis aléatoirement par le jeu, et donc je vais les respecter. Et là, on est sur Omloop. Ah, on est déjà content d'être là, hein, puisque c'est une World Tour classe B, mais on est bien content d'être présent. L'échappée ne semble pas promise à une énorme réussite. On sait bien que sur Omloop, beaucoup de choses vont se jouer dans l'enchaînement Mur de Grammont ainsi que Bosberg. Hein, donc fatalement, faut un petit peu se gérer jusque-là, quoi. Essayer de pas prendre de cassure. Vous voyez ici par exemple, c'est un petit blocage sur le côté quand les routes se rétrécissent. C'est tout l'apprentissage en fait
du jeu. Déjà, est-ce qu'il y a des nouvelles manières de jouer? Est-ce que l'IA se comporte différemment? Est-ce que les stratégies employées par le passé, regardez, un petit blocage ici pour Moscone. Est-ce que tout ce qui fonctionnait fonctionne encore? Le plateau est beau, hein. Je l'ai évoqué dans la vidéo d'hier avec le home loop de l'auto-soudal, donc c'est le deuxième home loop que je vous montre. Le plateau est pas mal. Sur home loop, le jeu a bien rectifié le tir, hein. Ah, dommage pour Moschetti. Vendrame, c'est mal barre. Et puis Moscone qui avait chuté, donc pas de bol. Mais on a Feline devant qui est présent avec Montanucci qui protège, voilà. Et Moscone va rentrer, mais le problème, toujours le même. Quand vous prenez comme ça beaucoup de retard, qu'est-ce qui va se passer après? Forcément. Et le mec a vidé sa barre, et voilà. C'est des chutes, ça, qui sonnent presque le glas des chances du coureur. Surtout quand la forme du jeu, en plus, c'est pas phénoménal. Donc, voilà, c'est comme ça. Tiens d'ailleurs, les formes du jour, parlons-en. Je pense que la palette qui est, comment dirais-je, proposée par le jeu en aléatoire, hein, la palette est un petit peu plus élargie qu'elle l'était auparavant. Donc voilà, je pense que ces formes aléatoires, quand ils mettent plus d'aléatoires dans les formes du jour, j'ai pas encore une idée parfaite de la situation, puisque il faudrait avoir plusieurs semaines, plusieurs mois de recul pour faire beaucoup de stats, puisque les stats sont pas fiables quand elles sont sur des petits échantillons. Donc les petits graphiques là que j'ai constitués, que je vous remettrai à la fin pour les commenter, ils valent ce qu'ils valent, c'est des estimations partielles, mais c'est certainement pas des vérités absolues. Allez, attaque, ça c'est intéressant. Voilà. Forme du jour, il faut attendre encore un peu avant d'avoir une certitude. Mais par contre, l'attaque d'Alexander Christophe, là, avant le mur de Gramont, ça, il n'y a pas besoin d'attendre. On l'avait pas sur PCM 19. Cette attaque-là, on l'avait pas. Parce que les favoris, justement, vont comme ça se découvrir un petit peu avant le final, le tout final, quoi. On sait qu'auparavant, ça aurait fait quoi? Ça se serait joué, déjà, il n'y aurait pas eu les tout meilleurs sur Homeloop, le Headfall, qui aurait pas eu les tout meilleurs, et en plus, ça se serait joué dans l'emballage final, quasiment, sans qu'il y ait réellement de lutte. Là, nous, déjà, bon, on est à la ramasse, hein, clairement. Et puis devant, excusez du peu, Christophe, Sagan, Gilbert, voilà, il y a du costaud, on n'est pas invité. Donc Christophe a été repris au passage, hein, après son attaque. Tige Benoît et Nils Pollitt sont un peu en difficulté derrière les trois cadors. Mon pauvre Fabio Fellin, il souffre le martyr. Regardez, quand on remonte un petit peu, on s'aperçoit que Craig Andersen est là. Il y a, tiens, il y avait De Beust aussi, Yves Lampart. Ah, Asgren. Asgren est présent. Tim Merlier avec son maillot de champion de Belgique. Ça fait du monde. Regardez les regroupements, là, de toute façon, on a pu voir que malgré les petites offensives, au final, ça se regroupe sur la fin. Ouais, ça par contre, c'est dommage, parce que ça nous fait penser un petit peu à ce qu'on connaissait avant. Finalement, l'attaque de Christophe aura un peu été un coup d'épée dans l'eau, et ça se réglera au sprint. Ça se réglera au sprint. Et c'est Christophe quand même qui emporte, donc c'est amusant. Celui qui a été l'initiateur du mouvement l'emporte devant Peter Sagan. Ouais, pas mal. Honnêtement, ça me va très bien. Nous, on a mal fini parce que Fellini, le pauvre, a même chuté et tout. Enfin bref, il était il était en galère totale. Mais pas mal. Le top 10, il est joli, hein. Il est joli. Tim Merlier qui fait 3. Joli perf pour Alpecin Phoenix. Et donc, vous voyez l'impact du moral. Voilà, on a des impacts comme ça après chaque course qui sont assez intéressants. Et puis, allez, une semaine plus tard, il se passe quoi? Une semaine plus tard, il se passe les Strade Bianche. Les Strade Bianche, honnêtement, sur un malentendu, hein, comme dirait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Donc, il faut jamais le perdre de vue. On n'a pas non plus, on n'est pas favori, mais, c'est l'occasion de tester. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que vous avez vu Homeloop juste avant, le plateau, il était ce qu'il était, c'est-à-dire intéressant, quoi, hein, et les plus forts étaient là. Eh bien, hélas, sur les Strade Bianche, les plus forts ne sont pas forcément là. En tout cas, il y a une catégorie de coureurs qui est présente, c'est les punchers. Vous allez pouvoir
voir du Dylan Teuns, Maximilian Schachmann, il peut y avoir comme ça une brochette de très très bons coureurs, mais les Flandriens par exemple ne sont pas très présents. Et ça, c'est quelque chose, si je pouvais me permettre de suggérer quelque chose aux gens qui programment tout ça, ce serait quelque chose qui serait sympathique à patcher, puisque visiblement la correction a pu être apportée au niveau du... Ah oui, ça c'est le coureur Ercolano qui va s'échapper sans le vouloir. La correction a été apportée au niveau du home loop entre PCM 19 et PCM 20, parce que maintenant c'est une course qui fonctionne, c'est une course où il y a un beau plateau, belle participation. Ben oui, mais alors, à ce moment-là, il serait peut-être génial d'arriver à nous proposer le même type d'adaptation pour Estrade Bianche, pour le Dwars d'Orflanderen également. Voilà, il y a des courses qui ne fonctionnent toujours pas exactement comme on le souhaiterait. Après, pour nous, là, avec Andia Moragat, c'est difficile. C'est difficile quand même, donc le plateau, ça va. Mais si on était avec une très forte équipe, regardez, il n'y a pas de Koenig Quickstep non plus, ils sont pas présents. De Koenig Quickstep n'est pas là. Donc, faudrait peut-être essayer de renforcer ce plateau et je sais pas ce qu'il faut changer. Moi, je veux bien le faire si on me l'explique, mais j'ai déjà fait des tentatives par le passé, j'arrive pas à voir à quel endroit. Allez, on est dans le final des Strade Bianche. Le groupe est encore assez important, hein, puisqu'on a le peloton, hein, carrément. Hein. C'est maintenant hein, que les différences peuvent se faire. Il faut se porter à l'avant. C'est là que la stratégie de course est importante. Se porter à l'avant autant que possible. On est en approche du secteur du Tolf. Je me porte à l'avant, mais j'ai quand même encore un type devant. Hein. Ercolano, il a tenu l'échappée, a finalement fait du bon boulot. Il va peut-être nous servir de relais, Ercolano. On va voir ce qu'il lui reste encore comme possibilité. Allez, c'est un moment où ça peut péter, là, éventuellement. Il faut en tout cas pas hésiter. Voilà, mon grand. À toi d'emmener derrière toi. On a Mosquette, il a pas beaucoup de chance. Moscon, Féline, à mon sens, c'est plutôt Moscon qui a les plus grandes chances hein, sur ces Strade Bianche, puisqu'il a le profil de coureur hein, qui peut réussir là-dessus. Allez, accélération, on va produire notre effort en espérant faire un petit peu sauter du monde, faire sauter des favoris. Il y a notamment aussi cet échappé qu'il faut reprendre. On n'est pas encore dans le Tolf, hein. C'est le prochain secteur de Gravillon, ce sera le Tolf, mais là on n'y est pas encore. Donc oui, on voit que ça a permis de faire un tri déjà, cette grosse accélération. On va poursuivre. Allez. Il y a Vendrame aussi qui peut tirer son épingle du jeu, c'est un très bon coureur mine de rien. C'est notamment un puncher qui a pas une note de pavé dégueulasse, qui a une bonne accélération, en même temps c'est un puncher. Vendrame est un coureur vraiment intéressant. Féliné aussi, Moscon, allez, on a peut-être quelque chose à faire. Quoi qu'il en soit, on va continuer à accélérer ici pour réduire le peloton. C'est Féliné maintenant qui va bosser puisque Vendrame a tout donné et on va même tenter un petit départ en sortie du Tolf. Départ en sortie du secteur du Tolf, donc le dernier secteur de Gravillon d'Estrade Bianche. Hein. Derrière, on aperçoit que quoi que Gaviria, il a plus réellement ce qu'il faut pour emmener, parce que ça roulait pour Pogacar. Hein. C'est peut-être un bon coup en fait, hein. C'est peut-être un très très bon coup, ce départ. En plus, on voit derrière Patrick Conrad qui s'accroche, fait tout ce qu'il peut, mais n'empêche que Landa se réveille aussi à l'arrière. Mais c'est peut-être un petit peu trop tard, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À ce stade-là, c'est peut-être un peu trop tard de se réveiller maintenant. Parce que là, Féliné, il va donner tout ce qu'il a, à toute blinde, et puis derrière, Moscone, il va plus se poser aucune question, hein. Il va partir. Hein. Il va partir. Donc, 5 km de l'arrivée, Féliné va se relever. Voilà, il va se relever. Ça sert de toute façon à rien. Et Moscone va, si tout va bien, s'il n'y a pas de crevaison, s'il n'y a pas de chute, va partir vers une victoire en solitaire dans Ciel sur la Piedra del Campo. Donc, Moscone, allez, c'est pour toi, mon grand. Ce serait extrêmement flatteur pour nous de prendre cette victoire-là parce que petite équipe de Conti Pro comme ça qui gagne une World Tour classe B, franchement, c'est une bonne perf. Le sponsor va être content, on risque d'avoir de la satisfaction puisqu'on est quand même aussi en recherche de ça. Victoire de Gianni Moscone, elle fait bien plaisir celle-là, et c'est vrai que
Ouais, derrière on voit Michael Woods, on voit du joli monde hein, quand même. Hein. Ah, ce fameux Aiki, Simon Yates a été battu là, Dylan Tuns a été battu également. Bon, voilà, c'était pas le plateau de l'année, il y avait quand même Davide Formolo, hein. Mais on le prend. On le prend bien volontiers. Et puis l'impact au niveau du moral en plus est quand même appréciable, parce que Gianni Moscon du coup va être tranquille pendant un petit moment. Et puis je me disais aussi une chose, c'est que ça méritait de voir comment les choses se sont passées. En ce début de saison, hein, PCM, début de saison pour nous c'est les sorties du jeu, hein, début de saison PCM, intéressant de voir quel peut être le comportement en course, donc parfois de s'offrir quelques replays en fait, qu'on fera peut-être plus. Vous voyez par exemple la non-réaction ici, la non-réaction, il n'y a que Patrick Conrad qui y va, mais Simon Yates doit y aller tout de suite, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Ou ici aussi doit réagir, il a les moyens. Pas me dire qu'il n'a pas les moyens. Alors peut-être qu'on a récolté quoi, l'excellent travail de Vendrame et des équipiers auparavant, qui fait qu'ensuite sur l'accélération de Fellini, ça se regarde un tout petit peu trop. Et finalement, il y a un aspect réaliste dans le sens où quand ça se regarde un peu trop... Là j'ai accéléré avec Fellini exprès. Parce que je voulais sécher Conrad, je voulais surtout pas qu'il ait une chance de s'accrocher, parce que après on savait pas trop comment ça pouvait évoluer, donc il fallait assurer le coup en séchant le poursuiteur, hein. Et c'est pareil, regardez, quand Mikel Landa se réveille, c'est tellement trop tard, donc là je dirais relative passivité au moment crucial de l'IA. Ce qui fait que ces Strade Bianche n'ont pas une super bonne note, si je devais évaluer les choses. Je dirais pas que c'était une grosse version des Strade Bianche. Évidemment, content de gagner et tout ça, mais il faut aller au-delà des victoires et des défaites. C'est pas tellement ça l'essentiel. L'essentiel serait plutôt le comment, hein, la manière d'obtenir. Et sur la manière, ben, je suis content d'arriver solo, évidemment. Hein, mais au-delà de ça, je regrette le manque de réactivité de l'IA au moment où Fellini plante l'attaque en sortie du Tolf. Après, on sait que c'est aussi toujours le jeu des relances derrière une difficulté. La relance fait toujours très mal sur PCM, donc c'est peut-être aussi cet aspect-là qui aura beaucoup joué. Donc je vais observer l'entraînement. Je vous parlerai de progression prochainement. J'ai pas mal de choses. En tout cas, ça n'a pas changé par rapport à avant. Ce qui est certain également, c'est que je l'évoquais juste avant, le comportement in-race de l'IA est à observer, mais on peut pas dire que sur les Strade Bianche, l'IA nous ait fait forte impression, ni même au niveau des inscriptions, donc attention, il va falloir regarder ça. C'est vrai qu'un patch serait génial. Hein. Ensuite, le moral, quel impact? Un peu trop tôt, mais il y a déjà des victoires, voilà, on se doute bien, bah oui, ou le mec qui gagne pas, ou le gars qui est blessé, qui du coup ne court pas, enfin voilà, il y a des choses assez naturelles. On attend de voir un petit peu comment ça peut se complexifier avec le temps. Et puis il y a toujours cette histoire de forme du jour sur laquelle je m'interroge, mais on finira par avoir des réponses. Petit diagramme là qui permettent de voir tout ce que j'ai recensé comme statistiques pour quand même une tendance gaussienne qui, enfin en tout cas épouser une courbe gaussienne qui est assez nette, mais il faudra quand même voir un peu comment tout ça se précise. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces histoires là. Bye bye.